C'est l'heure du sonneur. Et donc oui, Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, a accueilli du vendredi 1er décembre au dimanche 3 décembre, lors de la 28e conférence des parties sur le climat, la fameuse COP 28, plus de 140 chefs d'État venus se succéder à la tribune pour annoncer comment ils comptaient rehausser leurs ambitions climatiques afin d'arriver, ça c'est l'objectif final, à 2 degrés au maximum sur la hausse des températures d'ici la fin du siècle. Alors, dans les éléments à retenir de ce grand raout politico-climatique, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans tous les sens, eh bien, la création d'un fonds d'aide aux pays du Sud, c'est une structure qui sera dédiée à financer, entre guillemets, les pertes et dommages, c'est-à-dire les dégâts qui vont être liés au fait qu'on impose aux pays en développement ce changement climatique, cette prise en compte du changement climatique. Donc, ils vont créer un fonds validé à la majorité. Et ça a été évidemment une grande annonce dès le premier jour de la COP 28. Il y a eu une standing ovation, il faut le savoir. L'Élysée, d'ailleurs, a annoncé participer à hauteur de 100 millions d'euros à ce fonds d'aide aux pays du Sud. Alors, également, les Émirats arabes unis ont de leur côté annoncé la dotation de 30 milliards de dollars. Là, on est sur un autre chiffre de grandeur pour lancer un fonds privé dédié aux solutions climat. Alors bon, ça c'est pour l'anecdote, c'est un fonds privé qui est tenu avec les autres fonds privés BlackRock et Brookfield, qui sera présidé par le président de la COP 28, donc le sultan Al-Jaber, qui n'est autre que le PDG de la compagnie pétrolière nationale. Donc voilà, vous voyez que le PDG de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis lance un fonds privé pour trouver des solutions au climat. Ça, c'est la deuxième grande annonce qu'on a eue lors de la COP 28. Ensuite, évidemment, Emmanuel Macron, qui a fait un grand discours sur la sortie du charbon. Il a appelé les pays du G7 à sortir du charbon avant 2030. Et enfin, grande nouveauté, ça on l'a surtout entendu dans la deuxième partie du week-end, on a trouvé un nouvel ennemi climatique. Après, bien sûr, la lutte contre le CO2, désormais, le nouvel ennemi, c'est le méthane. Donc, les scientifiques qui ont été cités lors de la COP 28 lui attribuent quand même 30% du réchauffement constaté depuis la révolution industrielle. Il faudra donc s'attaquer à ce nouveau chantier, donc anti-méthane. Et ce qui peut être inquiétant, c'est que dans cette attaque contre le méthane, évidemment, les premières victimes seront l'élevage bovin. Alors, pour revenir sur tous ces sujets, évidemment, nous sommes très heureux de recevoir Samuel Furfari. Bonjour Samuel Furfari. Alors, on va retrouver votre... Voilà, bonjour, voilà, on a récupéré votre son. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, président de la Société européenne des ingénieurs et industries et auteur notamment de ce livre Écologisme, assaut contre la société occidentale aux éditions VA Éditions. Et alors, je voulais revenir, j'ai cité quelques grandes lignes de cette COP 28. Évidemment, la question du méthane est très importante, mais avant, peut-être sur les annonces des créations d'aides aux pays du Sud et puis ce fonds privé créé par les Émirats arabes unis. Comment vous réagissez à ces grandes annonces qui ont suscité des applaudissements dès le premier jour? On est à la 28e COP et c'est 28 fois que l'on raconte la même histoire avec des manifestations dans nos villes européennes, comme si nos manifestations ici pouvaient influencer les grands pays consommateurs d'énergie. C'est un grand raout, 70 000 personnes, c'est invraisemblable, 70 000 personnes pour aller raconter les mêmes choses année après année. Je n'ai pas peur de le dire, parce que moi j'étais là avant la COP 1. Je me suis occupé du changement climatique à la Commission européenne en tant que responsable de la partie énergie euh, avant la COP 1. COP 1 dirigée par Madame Merkel. Et chaque année, c'est la même chose. On fait des grandes annonces et il y a une corrélation très étroite entre les COP et les émissions de CO2. Les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter. À chaque COP, on constate que les émissions de CO2 ont augmenté. Depuis que l'on organise des COP, elles ont augmenté de 61% grâce à la Covid. Autrement, nous aurions atteint 65%. Et donc, tout ce grand raout ne fait que annoncer des choses qui ne se font pas parce que les gens doivent vivre et donc pour vivre, il faut consommer de l'énergie et il n'y a rien à faire. Si après 50 ans d'efforts, de financement, nous sommes arrivés à 3%
d'énergie éolienne et solaire dans notre bilan énergétique primaire, 3%, ben c'est bien qu'il n'y a pas de solution. Et donc, il faudra continuer à utiliser du charbon, du pétrole et du gaz et du nucléaire et de l'hydraulique. Et donc, tout ça, tout ce que la COP dit est toujours le contraire. Alors, concernant les financements, ben, ce n'est pas la première fois qu'on annonce des grands financements. C'est à chaque COP, on annonce des dizaines, de centaines de milliards qu'il faut dépenser pour sauver la planète. Alors, les annonces ne sont jamais complètement suivies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsqu'elles sont suivies, il s'agit d'un transfert d'argent des pays riches vers les riches vers les pays des pays pauvres. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'installer des éoliennes allemandes la plupart du temps dans les pays pauvres. Et donc, on donne de l'argent pour que les entreprises européennes ou chinoises puissent fonctionner et vendre des équipements dont personne n'a besoin. Oui, donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout ça, c'est quand même, bon, comment dire gentiment, de l'esbrouf pour pouvoir installer, des grands discours pour pouvoir finalement installer nos propres entreprises, surtout allemandes et tout ça, parce que la France, évidemment, est moins gagnante dans cette histoire-là, nos propres entreprises, nos propres éoliennes sur les terres des pays du Sud. C'est exactement ça, et c'est très préoccupant, parce que pendant des années, la Commission européenne était en charge de la surveillance des aides d'État. Et il ne fallait pas que, pour créer une véritable Europe, il ne faut pas qu'un État aide ses entreprises plus que la limite compréhensible, de manière à ce qu'il n'y ait pas de pays privilégiés. Oui. Or, que constatons-nous? Que depuis la Covid, il n'y a plus de limite aux dépenses publiques. Maintenant, la Banque européenne d'investissement donne tout l'argent que l'on veut, c'est des centaines de milliards chaque fois que l'on distribue à des entreprises pour qu'elles puissent, soi-disant, sauver la planète. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est que nos entreprises sont pratiquement en faillite à cause de la politique économique des pays de l'Union européenne. Je ne dis pas de l'Union européenne, mais économique des pays et énergétique d'ailleurs, oui. Et donc, on en arrive il faut sauver le soldat économie européenne et on distribue de l'argent. Et quand l'État distribue de l'argent, ben, il ne le fait jamais à bon escient parce qu'il n'est pas celui qui va devoir rembourser. Et donc, on est dans un système où on distribue de l'argent pour des choses qui ne sont pas valables. Et à Dubaï et dans toutes les COP, c'est toujours la même chose. On distribue de l'argent. Tant qu'on n'arrêtera pas de distribuer de l'argent public à des amis, mais je ne parle pas de corruption, il ne s'agit pas de corruption ici, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais c'est simplement l'espérance qu'en dépensant de l'argent public, on va faire fonctionner l'État et les entreprises, et ça c'est faux. Et on le voit bien, d'abord, pendant la Covid, la Commission européenne voulait dépenser plus de 730 milliards, vous vous rendez compte? 730 milliards 730 000 millions. Oui. Et maintenant, dans le plan de Repower Europe, pardon, ce sont plus de 340 000 millions qu'il faut dépenser. D'argent qu'on n'a pas, évidemment. Oui. Là, le problème, il est là. Il ne s'agit plus de lutte contre le changement climatique. Il ne s'agit pas de 1,5 degré ou 2 degrés. Ça, c'est dépassé, cette histoire. Oui, mais c'est dépassé, mais c'est cité. Le gaspillage d'argent public. Si c'est dépassé, mais c'est cité, c'est-à-dire que ça leur permet, c'est un écran de fumée pour pouvoir balancer cet argent. C'est exact, c'est bien ça. C'est ça, à ça que se résume la lutte contre le changement climatique. Dépenser de l'argent public. Oui. Que nos petits-enfants devront rembourser, évidemment. Bien sûr. On va parler de la dette. La somme est tellement grande qu'on ne peut pas penser que ce sera nos enfants qui vont le rembourser. Ça pose un véritable problème et un véritable problème également de souveraineté que nous perdons et dans cette soi-disant lutte contre l'écologie et dans le remboursement de cette dette. Mais Samuel Farfari, restons un tout petit peu justement sur ce grand raout dont on parle, organisé donc à Dubaï. Dubaï, c'est quand même intéressant aussi de l'organiser là-bas.
vous l'avez dit déjà, sans parler du nombre de personnes qui se sont déplacées, rien que ça, c'est déjà un attentat contre cette soi-disant écologie, surtout qu'il faut voir comment ils se déplacent. Mais bon, parlons de Dubaï, 7e producteur pétrolier, puis ces stations de ski ultra climatisées, je crois qu'elles sont à moins 9 degrés en plein désert, la climatisation partout, enfin, c'est une ville artificielle créée en plein désert. Est-ce que rien que ça, c'est pas déjà significatif de l'arnaque? Ben oui, bien entendu, c'est grotesque que l'on amène 70 000 personnes pour dire qu'il faut réduire le climat dans une ville où on fait du ski sous coupole, alors Oui, oui. qu'à l'extérieur, c'est le désert, quoi. C'est invraisemblable. Bon, s'il faut aller à Dubaï pour se rendre compte de ce que c'est, ce sont tous des grosses voitures humeur américaines. Un jour, j'ai vu un grand panneau publicitaire qui tournait avec une inscription en arabe et une inscription en anglais. Le texte exact, je ne me rappelle plus, mais c'était un texte qui disait qu'il fallait sauver la planète. Et j'ai demandé à un ami arabe, c'est bien ça aussi en arabe qu'il fait écrire? Ben oui, il fait ça, écrit ça. Et j'ai fait une photo et on voit partout, tout alentour de cela, des humeurs, des grosses voitures qui consomment énormément. Oui, Les stations, les arrêts de bus, ce sont des cabines comme on voit des cabines de fumeurs dans les aéroports. C'est la même chose, mais pour l'air conditionné. oui, c'est Donc ça. oui, c'est une gabegie d'énergie totale. Et ce sont eux qui organisent une réunion pour dire qu'il faut réduire les consommations d'énergie. Bon, peut-être qu'ils sont sincères en disant que les pays européens doivent continuer à le faire et nous on continuera à vivre comme on veut vivre, parce que c'est ça qui se dit à la fin. Je me demande s'il n'y a pas une volonté de détruire l'Europe tout simplement en nous laissant nous enfermer dans une lutte illusoire. Oui, alors en parlant de ça, de volonté de détruire l'Europe, et puis on va dire même la culture européenne et tout ce qui fait notre richesse, eh bien, il y a cette nouvelle attaque contre le méthane. Il se trouve que le méthane, eh bien, le premier producteur de méthane, c'est l'élevage bovin. Est-ce que derrière, il n'y a pas tout simplement une attaque contre notre mode de vie? Ben, je me suis occupé de ça depuis 1994, comme je vous l'ai dit, et on a tout de suite travaillé sur le méthane. Alors, non seulement il y a les élevages bovins, en fait, ce sont tous les ruminants, Oui, même les moutons produisent du méthane. oui. Et c'est par le devant et pas seulement par l'arrière qu'ils l'émettent. Mais il y a aussi toute la production de riz. Les rizae sont une grande production de méthane. Il y a une fermentation qui se passe à la racine de la plante de riz dans l'eau, et donc ça émet du méthane. Si on voulait vraiment dire qu'on doit arrêter le méthane, il faut arrêter la production de riz et de bovins dans le monde, ce qui est tout à fait illusoire. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Mais c'est pas si illusoire. On voit qu'aux Pays-Bas, ils ont commencé à interdire, limiter certains élevages à cause de ça. Hein. Oui, mais vous avez bien vu comme les propositions ont été reçues. Oui. Ça ne se fera pas, tout simplement. Il y a quand même une volonté forte, hein, donc ça prouve qu'il y a quand même... il y a une volonté, mais là, bien sûr qu'il y a une volonté, vous avez raison, bien sûr qu'il y a une volonté. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction aux élections de la part des agriculteurs. Et donc, les nouveaux gouvernements, quel qu'il soit, ne pourra pas faire cette bêtise. Et de même en Irlande, d'ailleurs. Hein, oui, c'est la même chose. Oui. Mais il y a autre chose, c'est que les gens, les activistes, employons le mot, les activistes commencent à se rendre compte qu'on ne va pas réduire les émissions de CO2. Je vous ai dit, on les a augmentées de 61% depuis qu'on dit qu'on doit les réduire. Et donc, maintenant, ils reviennent sur le méthane, parce que le méthane avait été connu, comme je vous l'ai dit tout au début, et puis on s'est rendu compte que c'était inutile de travailler sur le méthane, et maintenant, ça revient à la mode pour avoir un deuxième créneau d'attaque sur la société de marché. Mais le problème, c'est que le méthane se détruit dans l'atmosphère. Le CO2 est un élément très stable. Le CO2, c'est le pot d'échappement de la vie. Et donc, il est stable, il ne se détruit pas, il s'accumule dans l'atmosphère. Mais le méthane se détruit dans l'atmosphère. Donc, faire peur aux gens sur le méthane, c'est vraiment attraper c'est un piège, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur avec le méthane. Il n'y a pas de problème avec le méthane. Le méthane disparaît.
dans l'atmosphère. Mais ça fait bien d'attaquer avec tout ce qu'on peut pour essayer de faire changer notre société de consommation. De consommation et d'élevage, donc traditionnel, même sans aller jusqu'à la consommation. Alors, les scientifiques qui sont cités par la COP 28, eux, attribuent à 30% du réchauffement constaté depuis la révolution industrielle le méthane, alors que donc ils participeraient plus au réchauffement climatique que le CO2, alors que le Oui. CO2 est plus important. Oui, ce qui se passe, c'est que le pouvoir d'impact sur l'effet de serre du méthane est beaucoup plus élevé que celui du CO2. Mais il disparaît dans le temps. Oui. Donc, il n'y a rien à faire, quoi, en fait. Au début, c'est fort, mais après, ça disparaît. Oui. Et puis, de toute façon, comment allons-nous faire? On va supprimer l'élevage des bovins dans le monde entier. Oui, on va manger des insectes. C'est invraisemblable. Professeur Furfari, vous n'êtes pas prêt à manger des insectes? Pardon? Vous n'êtes pas prêt à manger des insectes? Non, je ne suis pas prêt à manger des insectes. C'est si bon de manger des légumes et de la viande et tout ce qu'on trouve au marché. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Furfari, pour cette premier retour sur la COP28 qui n'est pas terminée. Mais bon, en tout cas, eux, les gouvernants, les chefs d'État ont fait déjà leur aller-retour et ont déjà montré un peu vers quoi nous nous dirigeons. Oui. Vous avez remarqué comme ils vont et reviennent rapidement parce qu'ils ne veulent pas participer aux négociations. Parce qu'on sait très bien que les négociations ne vont absolument rien donner. Et donc, ils vont, on fait une photo, et puis on revient. Ben voilà, ils ont fait la photo. Ça coûtait cher, la photo, en tout cas. Merci beaucoup, professeur Furfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et président de la Société européenne des ingénieurs industriels. On viendra, à la fin de la COP28, on viendra dresser un bilan de ce rendez-vous qui, d'après vous, en tout cas, ne sert à rien depuis 28 ans. Et merci encore. Et puis, Toxin continue ici. N'hésitez pas à